Monsieur, je vous prie de retourner immédiatement à votre siège. S'il vous plaît, c'est une zone restreinte. Norman Randall, 83 ans, avec des jointures comme des pierres de rivière polies et des yeux de la couleur d'un ciel fané, ne bougea pas. Il se tenait au seuil du cockpit. Son corps une digue frêle mais inflexible contre le courant de peur qui balayait l'avion. Le Boeing 787 eut un soubresaut écœurant, un géant tremblant dans ses os métalliques, et les cris de la cabine crescendoèrent en une plainte unifiée de terreur. L'hôtesse de l'air, un jeune homme nommé Keel avec une coupe de cheveux parfaitement coiffée et un badge indiquant chef de cabine, posa une main sur le bras de Norman. Elle était censée être ferme et autoritaire, mais elle tremblait. « Monsieur, vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Nous avons une urgence médicale. Les deux pilotes sont incapacités. Vous ne pouvez pas être ici. » Le regard de Norman resta fixé au-delà de l'hôtesse sur le chaos de lumière et d'écran à l'intérieur du cockpit. Il pouvait voir le copilote affalé sur la console centrale. Le capitaine penché impassiblement en arrière dans son siège, la tête contre la vitre, la poitrine immobile. L'avion était en pilote automatique pour l'instant, mais il volait aveuglément, une bête sans yeux dans un ciel plein d'orages et de trafic aérien. Le doux carillon programmé annonçant les turbulences était un contrepoint moqueur à la peur humaine brute qui emplissait la cabine. « Est-ce une blague ?» demanda Kyle, sa voix se brisant, la désespérance tordant ses traits en un ricanement. « Êtes-vous perdu? Savez-vous même où vous êtes, vieil homme ?» Il voyait un grand-père, le patriarche confus et égaré de quelqu'un qui s'était dirigé vers le chaos au lieu de s'en éloigner. Il voyait une responsabilité. Norman tourna enfin légèrement la tête. Ses yeux, bien que voilés par l'âge, contenaient une immobilité profondément déconcertante. Ils étaient profonds et clairs, et en eux, Kyle vit non pas de la confusion, mais un calme terrifiant et absolu, une évaluation. « Je sais exactement où je suis, » dit Norman, sa voix un grondement bas et rocailleux, usé par le temps et la pression. « Je suis à 34 000 pieds, dans un appareil de 30 millions de dollars qui est sur le point de devenir un cercueil pour 164 âmes, à moins que quelqu'un ne le pilote. » Il prit une respiration stabilisante, l'air fin et froid. « Maintenant, mon garçon, je vous suggère de me laisser passer. » Le visage de Kyle rougit d'un mélange d'indignation et d'incrédulité. L'audace pure du vieil homme était stupéfiante. Le capitaine de l'équipage de cabine, celui qui commandait maintenant, c'était lui. Il était formé pour cela, pour le contrôle des foules, pour les procédures d'urgence. La règle numéro 1 était de maintenir l'ordre et de sécuriser le cockpit. Cet homme, cette relique, était la définition même du désordre. « Monsieur, je suis l'autorité sur cet avion en ce moment, » dit Kyle, gonflant sa poitrine, essayant de projeter une confiance qu'il était loin de ressentir. L'avion piqua à nouveau, plus resco cette fois, et une nouvelle vague de hurlements roula depuis la cabine. « La dernière chose dont nous avons besoin est un passager avec un complexe de héros. Nous avons contacté l'assistance par radio. La situation est sous contrôle. »« L'est-elle » demanda Norman, sa voix plate. Il fit un geste d'un léger hochement de tête vers le tableau de bord. « Votre altitude a chuté de 400 pieds au cours des 90 dernières secondes. Votre vitesse aérienne fluctue. Le pilote automatique lutte contre une météo qu'il n'était pas programmé pour anticiper. La situation n'est pas sous contrôle. C'est une chute gérée. » Une autre hôtesse de l'air, une jeune femme nommée Sarah, avec de grands yeux terrifiés, se précipita dans l'allée. « Kyle, que se passe-t-il? Ils demandent une mise à jour. Le contrôle aérien, ils ont l'air urgents. »« Dis-leur que nous gérons ça, » répliqua Kyle, sans quitter Norman des yeux. Il sentit une perle de sueur tracer un chemin froid le long de sa tempe. Il perdait le contrôle, non pas de l'avion, mais du récit. Ce vieil homme était un point focal de défi, et dans le théâtre comprimé à enjeu élevé d'un tube métallique dans le ciel, c'était une étincelle dangereuse. « J'ai demandé s'il y avait un pilote à bord, » murmura Sarah, sa voix tremblante. « Il s'est présenté. » Kyle ricana, un son dur et laid. « Il s'est présenté, regardez-le. Il a probablement piloté des avions à hélice dans les années 50. C'est un super ordinateur volant. Que pourrait-il bien faire? »
Nous avons besoin d'un pilote certifié actuel pour 777, pas d'une pièce de musée. L'insulte plana dans l'air, tranchante et cruelle. Norman ne sia pas, il sembla absorber le coup verbal comme s'il n'était rien, un souffle de vent, son attention était ailleurs, traitant 1 millier de points de données du bref aperçu qu'il avait eu du cockpit. Il pouvait entendre les moteurs, la tension dans leurs gémissements. Il pouvait sentir les vibrations de la carlingue, les subtiles variations de pression. L'avion lui parlait et il écoutait. Licence, exigea Kyle, sa main tendue. Si vous êtes pilote, vous aurez une licence, une actuelle. Lentement, délibérément, Norman fouilla dans la poche de sa veste en cuir rouge. Il en sortit un portefeuille en cuir froissé, ses bords adoucis par des décennies d'usage. Il tâtonna un moment avec les plis usés, ses vieux doigts pas aussi agiles qu'autrefois. Kyle observa avec une impatience croissante, son pied tapotant un rythme frénétique sur le sol moquetté. Pour lui, cette recherche lente et délibérée n'était qu'une preuve supplémentaire de la sénilité de l'homme. Une triste tentative finale de s'accrocher à une pertinence depuis longtemps perdue. Il gaspillait de précieuses secondes. « Allez, grand-père, nous n'avons pas toute la journée », marmonna Kyle, l'insulte dégoulinant de condescendance. « L'horloge tourne. »« Oui, elle tourne, » dit Norman, sa voix toujours d'un calme déconcertant. Il sortit enfin une petite carte plastifiée. C'était une licence de pilote de la FAA. La photo datait de 20 ans, montrant un homme avec les mêmes yeux stables, mais moins de rides sur le visage. La date d'expiration était valide. Kyle l'arracha de sa main. Il la fixa, son esprit s'emballant. Elle était réelle. Norman Randall, pilote privé, certifié multimoteur. Ce n'était pas une licence ATP pour un jet commercial, mais ce n'était pas rien. Pourtant, l'écart entre un avion multimoteur privé et un Boeing 767 était la différence entre un kart et un train de marchandises. « Cela ne vous qualifie pas, » dit Kyle, lui rendant la carte. « Pas pour ça. Vous seriez un plus grand danger que le pilote automatique. » « Le pilote automatique est un outil, » dit Norman, sa voix durcissant pour la première fois. « Il suit les ordres, il ne peut pas improviser, il ne peut pas sentir l'air là-haut. » Il hocha la tête vers les nuages gris tourbillonnants visibles par la vitre du cockpit. « Vous avez besoin d'un feeling, vous avez besoin d'un pilote. » L'avion rua violemment, projetant Sarah contre la paroi de la galerie. Un chœur de crash métallique résonna de l'arrière alors que les chariots de service se renversaient. Les compartiments supérieurs cliquetèrent et l'éclairage d'urgence s'alluma, baignant la cabine dans une lueur fantomatique et apocalyptique. L'alarme de décrochage du pilote automatique commença à hurler, un cri perçant et répétitif qui traversa le chaos. La chute n'était plus gérée. « Nous décrochons !» La voix de Norman coupa l'alarme, une lame de pur commandement. Il avança, n'attendant plus la permission. Kyle, déséquilibré et paralysé par l'escalade soudaine, trébucha en arrière. Norman était dans le cockpit. Il se déplaça avec une économie de mouvement qui démentait son âge, sa main allant immédiatement aux manches, ses yeux balayant l'affichage de vol principal. Il vit l'avertissement d'angle d'attaque critique, la vitesse aérienne s'échappant. Avec une pression ferme et stable, il poussa le nez vers le bas, un mouvement contre-intuitif qui envoya l'avion en une plongée contrôlée. Les forces G pressèrent tout le monde dans leur siège, et l'alarme de décrochage se tut, remplacée par le rugissement des moteurs regagnant prise sur l'air. Il les avait sauvés pour un moment, mais ils étaient encore en plongée. Kyle, se relevant en titubant, vit l'altitude se dérouler comme une horloge cassée. « Que faites-vous? Vous allez nous écraser. »« Je pilote l'avion, » dit Norman, ses jointures blanches sur les commandes. « Quelque chose que votre petite boîte a oublié comment faire. » Il relâcha doucement le manche, lentement, gracieusement, coaxant l'énorme appareil hors de la plongée. Le nez remonta. L'horizon se stabilisa et la terrible descente s'arrêta. Le 777 était stable à nouveau, volant à plat, mais maintenant aux mains d'un homme ancien inconnu. Kyle ressentit une nouvelle sorte de peur. Pas la peur d'un crash, mais la peur de l'inconnu. Il n'avait pas de protocole pour cela. Son manuel était vierge,
Cet homme venait d'exécuter une manœuvre requérant une immense habileté et du cran. Pourtant, il ressemblait à quelqu'un appartenant à une maison de retraite. La dissonance était choquante. Il regarda Norman, le regarda vraiment et vit la confiance absolue dans la ligne de sa mâchoire, la concentration dans ses yeux. C'était la confiance d'un homme qui ne visitait pas seulement ce monde de métal et d'air, mais qui en était natif. Norman fouilla à nouveau dans son portefeuille, sa main gauche ne quittant jamais les commandes. Il ne chercha pas sa licence cette fois. Ses doigts trouvèrent un petit rabat caché en cuir. En l'ouvrant, un écusson apparut, cousu dans le tissu même du portefeuille, ses couleurs fanées en ton terreux. Il représentait un renard, maigre et rusé. Son corps formé de ce qui ressemblait à de la fibre de carbone sur un fond de ciel noir sans étoiles. Pour une fraction de seconde, l'air recyclé vicié du cockpit sembla disparaître, remplacé par l'odeur de carburant jet et de jungle humide. L'image flasha dans son esprit, un souvenir aussi net et clair que le jour où il fut forgé. Il avait 25 ans, son visage strié de sueur et de crasse, le cockpit de son F-4 Phantom, une cage suffocante de chaleur et de vibration. Le ciel nocturne au-dessus du Nord Vietnam était vivant de feu, une tapisserie infernale de traçantes rouges et vertes entrecroisées dans l'obscurité. Un MiG ennemi était à sa poursuite, un prédateur dans le noir. Il pouvait entendre les appels frénétiques de son ailier à la radio, la respiration paniquée, mais il était calme. Il voyait les patterns, la géométrie du combat. Il roulait, tirait et plongeait, non pas en pilotant la machine, mais en devenant une partie. Un fantôme dans la nuit, il disparut du radar du MiG, réapparaissant à sa 6, un spectre dispensant la mort. Quand il atterrit, sa combinaison de vol trempait. Son commandant avait plaqué le nouvel écusson conçu sur son épaule. « On t'appelle le renard de carbone », avait dit l'homme, « parce que tu es fait de la nuit, intouchable. » Le souvenir disparut aussi vite qu'il était venu, mais son pouvoir persista. C'était un rappel de qui il était sous les couches d'âge et de temps. Il n'était pas juste Norman Randall, vieil homme en siège 14B, il était le renard de carbone. Sarah, la plus jeune hôtesse, avait retrouvé son sang-froid. Elle vit la stabilité fragile que Norman avait atteinte et comprit que l'obstruction de Kyle était maintenant la plus grande menace pour l'avion. Il bafouillait encore, argumentait, essayait de réaffirmer une autorité qui s'était évaporée au moment où l'alarme de décrochage avait sonné. Elle devait faire quelque chose. Elle saisit le combiné radio du cockpit, celui utilisé pour communiquer avec la cabine, et plus important, le sol. Kyle lui lança un regard furieux. « Que fais-tu? Pose ça. » Elle l'ignora, ses doigts tremblants sur les commandes. Elle passa sur la fréquence d'urgence, sa voix un plaidoyer tendu et essoufflé. « Mayday, Mayday, Mayday. Transatlantic 721, nous avons une incapacitation totale des pilotes. L'appareil est actuellement sous le contrôle d'un passager, un pilote volontaire. » La voix du contrôleur aérien revint instantanément, tranchante de calme professionnel, mais soulignée d'une tension palpable. « Transatlantic 721, nous copions votre Mayday. Nous dégageons tout le trafic dans votre voisinage. Pouvez-vous identifier le pilote volontaire? Nous avons besoin de son nom et de ses qualifications. Nous devons savoir qui pilote votre avion. » Kyle bondit vers le combiné, mais Sarah tourna son corps pour le protéger. « C'est un vieil homme. Nous ne savons pas. Il a une licence privée, mais... » Avant qu'elle puisse finir, Norman parla, ses yeux toujours fixés sur l'horizon, sa voix un bas commandement emplissant l'espace réduit. « Dites-leur que le renard de carbone est aux commandes. » Sarah hésita, la confusion luttant contre l'instinct d'obéir. Le nom ne lui disait rien. Ça sonnait comme quelque chose d'un dessin animé pour enfants. « Quoi, monsieur? Ils ont besoin de votre nom. »« Le nom ne leur dira rien, » dit Norman, sa voix plate. « Le nom de code le fera. » Il y avait une certitude absolue dans son ton impossible à contredire. Il virait doucement l'avion. Un long virage lent vers un nouveau cap qu'il avait en quelque sorte deviné. Il ne les maintenait pas seulement hors du crash, il les emmenait quelque part. Hésitante, Sarah appuya sur le micro. « ATC, le pilote volontaire, il me demande de relayer son nom de code. C'est renard de carbone. »
Il y eut un moment de silence radio, un silence qui s'étira pendant 5 secondes, puis 10. C'était une éternité. Kyle lâcha un rire amer. Renard de carbone, voyez, il est délirant. Nous avons confié un avion plein de gens à un fou. Mais alors la voix du contrôleur revint, et toute trace de détachement professionnel avait disparu. Elle était remplacée par quelque chose d'autre. Un son de choc pur et non adultéré. Transatlantic 721, répétez ce nom de code. Avez-vous dit Charlie Alpha Romeo, Bravo Oscar, November Fox, Oscar X-Ray? Affirmatif, dit Tissara, sa propre voix à peine un murmure. Renard de carbone. La ligne redevint silencieuse, mais cette fois c'était différent, c'était le silence d'une activité frénétique explosive. Dans le centre de commandement hautement sécurisé de NORAD, au fond de la montagne Cheyenne, le général de l'Air Force Marcus Thorne faillit laisser tomber son café. Le message du ATC de Denver lui avait été transmis par protocole. Une autre urgence civile à surveiller, mais le nom de code l'avait frappé comme un coup physique. « Obtenez-moi un verrou sur ce transpondeur maintenant », aboya-t-il, sa voix résonnant dans la vaste salle. Une douzaine d'opérateurs sautèrent à l'action, leurs doigts volant sur les claviers. Une carte des États-Unis occidentaux apparut sur l'écran principal. Un point rouge clignotant indiquant la position de Transatlantic 721. « Général », demanda un jeune lieutenant, son visage pâle, « est-ce que ce nom de code est authentique ?»« Il n'y a qu'un seul renard de carbone, » dit Thorne, ses yeux collés à l'écran. Je pensais qu'il était mort ou au moins effacé, comme tous les autres fantômes. Il se tourna vers son chef des communications. « Contactez-moi la 49e escadre à Holloman. Je veux 2 F-35 en l'air il y a 5 minutes. Je veux qu'ils soient lancés avec un lien direct à ma console. Leur mission est l'escorte. Dites-leur qui ils escortent. Utilisez le nom de code, ils comprendront. » Il marcha vers un terminal sécurisé et tapa un code de surcharge. Il afficha un dossier si ancien qu'il avait été numérisé à partir de documents papier. Une photo en noir et blanc apparut à l'écran. Un jeune homme avec un sourire arrogant et les mêmes yeux stables que Norman Randall possédait encore. En dessous, un dossier de service qui se lisait comme une fiction militaire. Plus de 300 missions de combat. Un record de kills encore classifié. Récipiendaire de la Croix de l'Air Force, l'Étoile d'argent, une douzaine d'autres médailles pour la vaillance et une entrée finale. Retraité brigadier général Norman, renard de carbone, Randall. Dégagez un chemin de vol pour lui, commanda Thorne, sa voix résonnant d'une autorité ne laissant aucune place à la question. Détournez chaque appareil civil et militaire dans un rayon de 200 miles. Donnez-lui tout le ciel et préparez-lui une piste, la plus longue que nous ayons. Dites à Nellis de se préparer pour l'arrivée d'une légende. De retour sur le 777, Kyle atteignait son point de rupture. L'échange étrange avec l'ATC, le calme déconcertant du vieil homme, l'impossibilité pure de la situation. Tout cela avait tourné en une furieuse, désespérée nécessité de réaffirmer le contrôle. Il voyait Norman non comme un sauveur, mais comme un hijacker de circonstance. « C'est tout, JT. J'en ai assez », annonça-t-il, sa voix stridente. Il se tourna vers l'autre steward, un homme costaud, qui avait essayé de calmer les passagers à l'avant de la cabine. « John, aide-moi à le sortir de ce siège. Nous remettons cet avion en pilote automatique et nous allons suivre la procédure standard. » Norman ne le regarda même pas. Il écoutait autre chose, un faible crépitement dans son casque. « Ce serait une erreur, » dit-il calmement. « L'erreur a été de vous laisser entrer ici, » rétorqua Kyle, avançant. Il attrapa l'épaule de Norman, ses doigts s'enfonçant dans le tissu fin de sa veste. « Je vous ordonne, en tant que membre d'équipage senior de ce vol, de relinquisher le contrôle. Si vous ne le faites pas, je vous ferai physiquement retenir et vous serez arrêté pour interférence avec l'équipage de vol au moment où nous atterrirons. » Si nous atterrissons, c'était sa menace arrogante finale, le summum de l'excès. Il était si concentré sur l'homme, sur l'ennemi perçu devant lui, qu'il ne vit pas ce que Sarah vit. Son visage pressé contre la vitre du cockpit, sa bouche grande ouverte. « Kyle, murmura-t-elle, regarde. »
Des nuages gris tourbillonnants, deux formes émergèrent avec une vitesse et une précision à couper le souffle. Elles n'étaient pas des oiseaux, pas d'autres avions de ligne. Elles étaient élancées, angulaires et menaçantes, de la couleur d'un nuage d'orage. Deux F-35 Lightning II, les avions de combat les plus avancés au monde, matérialisèrent comme sortis de nulle part. L'un prit position au large de l'aile droite, l'autre à gauche. Ils étaient si proches qu'on pouvait voir les pilotes dans leurs casques futuristes, leur forme stable et calme dans leur propre bulle de suprématie technologique. L'arrivée n'était pas bruyante, c'était un spectacle silencieux, écrasant de puissance et d'intention. Ils n'étaient pas là pour observer, ils étaient là pour servir. La radio que Norman avait commutée sur une fréquence militaire crépita à la vie. La voix qui en sortit était jeune, professionnelle et remplie d'une révérence presque religieuse. Renard de carbone, ici Ghost Lead. Nous vous recevons 5 sur 5. Nous vous avons et nous sommes votre escorte. Le ciel est à vous, monsieur. Dites-nous juste où vous voulez aller. Kyle se figea, sa main toujours sur l'épaule de Norman. Il entendit l'appel. Il entendit le nom. Il regarda du F-35 suspendu, impossibly immobile à quelques centaines de pieds, au vieil homme dans le siège du pilote. Les pièces s'emboîtèrent avec la force d'un choc physique. Sa condescendance, son arrogance, toute sa vision du monde des 30 dernières minutes se brisa en 1 million de morceaux. Son visage devint blanc comme de la craie. Il retira lentement, prudemment sa main de l'épaule de Norman Randall. Norman appuya sur le micro, son pouce se déplaçant avec une facilité familière. « Ghost Lead, ici Renard de Carbone. Bon de vous voir, les gars. Dirigeons-nous vers Nellis. J'ai un avion plein de gens qui aimeraient être au sol. »« Roger ça, Fox. Nous vous montrerons le chemin de la maison, » répondit le pilote. Sarah, ses yeux brillants de larmes, de soulagement et d'émerveillement, prit le combiné de la cabine. Sa voix, quand elle parla aux passagers, n'était plus tremblante de peur, mais d'un profond sentiment d'émerveillement. « Mesdames et messieurs, si vous regardez par vos hublots, vous verrez que nous sommes escortés par 2 chasseurs F-35 de l'armée de l'air des États-Unis. Le gentleman qui pilote notre avion, ils le connaissent, hein? Ils sont ici pour lui. Tout va bien se passer. » Un murmure traversa la cabine, et puis, un par un, les passagers tendirent le cou pour regarder par les fenêtres. La vue des jets de combat, symbole de compétence et de puissance ultime, agit comme un baume sur leurs nerfs si effilochés. La panique qui les avait tenus dans son emprise si longtemps commença enfin à reculer, remplacée par un silence stupéfait et incrédule. Ils n'étaient plus dans un avion en chute. Ils faisaient partie d'un sauvetage, un événement d'une immense signification. Le vieil homme dans le cockpit n'était pas un passager aléatoire. Il était quelqu'un d'important, une figure de conséquence cachée. La dynamique de pouvoir de tout le vol avait été irrévocablement inversée, non seulement dans le cockpit, mais dans la conscience collective de tous à bord. L'atterrissage à la base aérienne de Nellis fut parfait comme dans un manuel. Norman manipula l'énorme Boeing 777 avec le toucher délicat d'un chirurgien, embrassant la piste si doucement que le contact fut à peine plus qu'un murmure. Alors que l'avion roulait vers un phalange d'attente de véhicules d'urgence et de personnel militaire, un silence tomba sur la cabine. Le vol était terminé, l'épreuve était finie. Avant même que la passerelle ne puisse se connecter, la porte de la cabine fut ouverte de l'extérieur. Un groupe d'officiers de l'Air Force se tenait là, mais ils n'embarquèrent pas. Ils s'écartèrent et un seul homme en uniforme de général monta les marches. C'était le général Thorne. Il traversa la galerie, ses yeux scrutant la scène jusqu'à ce qu'il se pose sur Norman, qui passait calmement par la séquence d'arrêt comme s'il l'avait fait 1000 fois. Thorne s'arrêta à la porte du cockpit. Il ne parla pas, il porta simplement sa main en un salut si tranchant et précis qu'il semblait couper l'air. « Général Randall, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion, « c'est un honneur, monsieur. » Norman termina sa checklist, puis se détacha lentement. Il se leva du siège du pilote, son mouvement raide avec l'âge, et rendit le salut d'une main fatiguée mais stable. « Bon d'être de retour au sol, Marcus. »
Le regard de Thorne tomba alors sur Kyle, qui se tenait figé contre la paroi de la galerie, son visage un masque de honte et d'incrédulité. L'expression du général se glaça. « Vous, dit-il, sa voix basse et dangereuse. J'ai la transcription complète de l'enregistreur de vol. Votre conduite était une obstruction. Vous avez activement empêché un officier décoré et un héros national de sauver les vies de tous sur cet avion. Votre carrière dans l'aviation est terminée. » Les mots étaient une sentence de mort et Kyle s'effondra visiblement. Mais avant que leur poids ne puisse le écraser pleinement, Norman leva une main. « Doucement, Marcus, » dit-il, sa voix douce. Le garçon suivait sa formation. Il avait peur. La peur fait que les gens s'accrochent aux règles qu'ils connaissent, elles, même quand les règles ne s'appliquent plus. Il se tourna vers Kyle et ses yeux ne contenaient pas de colère, seulement une compréhension profonde et fatiguée. La leçon ici n'est pas de punir un homme pour sa peur, c'est d'écrire de meilleures règles, de créer un protocole qui permet l'inattendu, qui fait confiance à l'expérience plutôt qu'à un titre de poste. Norman porta alors la main au revers de sa veste en cuir, juste au-dessus de son cœur. Alors que ses doigts effleuraient le tissu, un autre souvenir, un autre écho surgit. Il était un jeune lieutenant, fraîchement sorti de l'école de pilotage, recevant sa première veste de vol officielle de son commandant. Le cuir était raide et neuf. Le commandant pointa le patch vide sur la poitrine. « C'est de là que va ton histoire, » avait-il dit. « Chaque pilote a un nom, mais le ciel te donne un titre. Va le gagner. » Il se rappelait la première fois qu'il avait entendu le nom Renard de Carbone murmuré dans une salle de briefing. Un nom né dans le feu et l'obscurité du combat. Un nom qui signifiait survie, habileté et quelque chose de plus. Une présence invisible, intouchable quand les choses étaient au pire. Ce nom était son histoire. Quelques semaines plus tard, le cycle des nouvelles s'illumina brièvement avec l'histoire du pilote héros de Transatlantic 721. La compagnie aérienne, dans un coup de maître en relations publiques, annonça l'implémentation immédiate du protocole Randall, un nouvel ensemble de procédures d'urgence pour évaluer et habiliter des pilotes volontaires qualifiés en crise. C'était un petit changement, une note de bas de page dans le vaste manuel des réglementations aériennes, mais c'était un legs. Un mardi matin tranquille, Norman était assis à sa table habituelle dans la salle locale du VFW, sirotant une tasse de café noir. La porte s'ouvrit et Kyle entra. Il n'était plus dans son uniforme impeccable d'hôtesse de l'air. Il portait un jean simple et un pull, et il paraissait plus petit, plus jeune. Il marcha vers la table de Norman et resta là un long moment, les mains enfoncées dans les poches. Il n'offrit pas une longue excuse ou une explication confuse. Il regarda juste le vieil homme qui avait sauvé sa vie et celle de 163 autres. « Merci », dit-il, sa voix calme et sincère. Il posa une tasse de café, frais et fumant sur la table devant Norman. « Monsieur. » Norman leva les yeux de sa tasse, ses yeux bleus pâles rencontrant ceux de Kyle. Il ne sourit pas, mais une chaleur entra dans son expression. Il donna simplement un hochement de tête lent et délibéré. C'était une acceptation, un renvoi, une leçon apprise des deux côtés. Le moment tranquille était plus significatif que n'importe quelle cérémonie publique ou médaille ne pourrait jamais l'être. C'était un petit acte de grâce, un atterrissage final paisible après une vie de turbulence. Merci d'avoir regardé cette histoire de vaillance. Si vous avez été touché par le courage et la sagesse du général Norman Randall, le renard de carbone, veuillez appuyer sur le bouton like, partager cette vidéo avec d'autres et vous abonner.